nous, ce qu'on va chercher à vous amener, c'est vraiment à réfléchir sur la personne pour vraiment toucher ce que c'est qu'un accompagnement individualisé et objectivé en nutrition, en supplémentation et en santé environnementale. Donc, c'est pour ça que la nutrition fonctionnelle adaptative, elle a vu le jour. Et l'idée, voilà, c'est d'être dans la prévention, dans l'accompagnement d'une atteinte fonctionnelle et d'une maladie chronique. Et pour ça, on va vous mettre en avant une méthodologie et ces 3 outils. Donc déjà, voilà, ce terme, hein, nutrition fonctionnelle adaptative, la recherche que l'on a faite avec Marie, c'était voilà, de trouver une dénomination pour finalement rassembler les 3 outils que l'on va vous proposer en termes de travail et d'accompagnement des personnes. Donc l'alimentation, la supplémentation et la santé environnementale. En fait, nous sommes partis d'un contexte que tout le monde peut voir aujourd'hui, c'est l'explosion des maladies chroniques et aussi l'émergence des atteintes fonctionnelles dont on parle de plus en plus, avec des chiffres à l'appui. Hein. Dans les maladies chroniques ou maladies non transmissibles, on va en France avoir 15 à 20 millions de personnes qui sont touchées, donc ça représente 20 à 35% de la population. Et ce qui peut être perturbant, c'est qu'à chaque fois que l'on fait une étude pour redéfinir le nombre de personnes, en fait, c'est une prévalence qui est en constante augmentation. Voilà, la progression ne ralentit pas. Et pour rappel au passage, hein, dans les maladies chroniques, on va classer tout ce qui est maladies cardiovasculaires, le métabolique, le respiratoire, les maladies respiratoires chroniques, l'insuffisance rénale chronique, les cancers qui concernent 88% des décès en France, les affections neuromusculaires, les maladies de type allergique auto-immune, donc les maladies dysimmunitaires et les affections de la santé mentale. Donc ça, c'est le premier groupe pour les maladies chroniques. Et après, vous avez la notion d'atteinte fonctionnelle. Donc, c'est vrai qu'on aura souvent l'occasion d'évoquer cette notion d'atteinte fonctionnelle. Donc, pour vraiment différencier par rapport à la maladie chronique, l'atteinte fonctionnelle, on va être sur une manifestation morbide bénigne et qui est le plus souvent réversible. En fait, pour différencier par rapport à la maladie chronique, hein, quand vous êtes dans l'atteinte fonctionnelle, il n'y a pas forcément une lésion, enfin, il n'y a pas une lésion d'un organe, on est dans la perturbation de son fonctionnement. Et finalement, dans ces atteintes fonctionnelles, on va classer par exemple les dysfonctionnements endocriniens, les troubles digestifs, les troubles de l'adaptation, donc vont faire partie par exemple l'anxiété, le burn-out. Il peut y avoir aussi les troubles musculo-squelettiques et une multitude d'autres troubles. Là aussi, on vous a mis quelques chiffres récents. Hein. Donc, par exemple, on va classer le syndrome prémenstruel. C'est 75% des femmes françaises en âge de procréer, dont 30% avec des SPM sévères. Donc, c'est pas rien. Hein. C'est pour ça qu'il y a une multitude de personnes qui on peut s'adresser. Quand on prend les chiffres du burn-out, alors le burn-out, celui-ci, c'est des chiffres rapportés au burn-out liés au travail. Hein. On est sur presque un actif sur 9. Et en 2016, sur 28 millions d'actifs en France, on avait 3,5 millions de personnes concernées par un burn-out. Et quand on va du côté des troubles fonctionnels intestinaux, on se retrouve avec des chiffres de 5 à 10% de la population française, donc 3 à 7 millions de Français. Donc des prévalences qui sont quand même assez importantes. On a vraiment développé le concept de nutrition fonctionnelle adaptative dans un aspect vraiment de complémentarité par rapport à la médecine conventionnelle. L'idée, c'est d'avoir finalement un diagnostic médical. Par exemple, l'atteinte fonctionnelle ou la maladie chronique, elle va faire l'objet d'une consultation médicale, elle doit faire l'objet d'un diagnostic médical. Et notre approche, elle n'est pas là pour faire le diagnostic médical, elle n'est pas là pour remplacer la consultation médicale et on n'est pas là non plus pour faire arrêter des traitements médicaux ou des suivis médicaux. Et c'est important finalement aussi dans un désir de bien faire les choses, de savoir finalement où se positionne l'approche. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau terme qui est présent et qu'on affectionne beaucoup, c'est la notion d'intervention non médicamenteuse. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une démarche qui est complémentaire à la médecine conventionnelle et qui va s'intégrer dans cette dénomination des interventions non médicamenteuses. Vous verrez cette position par rapport à la médecine conventionnelle, on aura l'occasion de l'évoquer plusieurs fois au cours des modules et de positionner cette approche.
incontournable. Donc après, la notion suivante, c'est qu'est-ce qu'une approche multifactorielle de la santé? Donc ça, c'est ce qu'on a aussi voulu définir. C'est finalement qu'on n'a jamais une seule cause dans le développement d'une maladie chronique ou d'une atteinte fonctionnelle. La santé, c'est le résultat de multiples facteurs. Donc, c'est ce qui peut complexifier l'approche, mais qui à la fois, en le comprenant, en le détaillant, en l'analysant, en essayant de l'évaluer, c'est comme ça qu'on va avoir de meilleurs résultats. Mais c'est vraiment de comprendre que la santé, c'est un tout et qu'elle se retrouve au carrefour de ce qui va se passer au niveau de notre génétique. Donc, avec la notion, par exemple, dans les facteurs génétiques des polymorphies génétiques. Il va y avoir aussi relié à ce niveau-là les facteurs de programmation épigénétique précoce, la passion de Marie qui pourra vous en parler aussi, et c'est vraiment intéressant de noter aussi la notion de facteurs développementaux. Donc c'est des choses qui vont se passer dans les toutes premières étapes de vie, mais qui peuvent avoir un impact à l'échelle de votre vie. Donc, c'est aussi un paramètre à part entière. Il va y avoir toute la notion de facteurs environnementaux. Donc là, c'est très large. En fait, dans la santé, il va y avoir autant la partie psycho, socio, comportementaux, et puis tout l'aspect physico-chimique et microbiologique. Voilà. Et le pendant, bien sûr, de cet aspect environnemental, c'est la notion de facteurs nutritionnels qu'on aura l'occasion, bien sûr, de développer. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête que quand il y a une maladie chronique, quand il y a une atteinte fonctionnelle, en fait, c'est une expression de la désadaptation de la personne, de l'individu par rapport à ces facteurs. Donc nous, on ne va pas être là pour vous dire, bon ben voilà, il y a une endométriose, un SOPK, des troubles digestifs, ben voilà, le protocole relié à telle pathologie, c'est ça, vous faites ça en nutrition, vous faites ça en supplémentation. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment, vraiment le contresens. Nous, on prend ça complètement à l'inverse. Voilà, vous n'avez pas de protocole de supplémentation ou de nutrition par maladie chronique ou par atteinte fonctionnelle, parce que le but, justement, c'est pas d'aller accompagner la maladie, c'est d'aller accompagner la personne. Et donc, le fait de dire on a une approche multifactorielle de la santé, c'est vraiment d'aller mener une enquête et d'avoir une intégration la plus exhaustive possible sur ce qui a amené à l'état de déséquilibre. Et ça va passer donc par aller chercher ces différents facteurs et à partir de là, proposer un vrai accompagnement individualisé et objectivé. Parce qu'on entend toujours aujourd'hui accompagnement global et personnalisé, et pourtant on retombe dans des protocoles tout près. Voilà. Nous, ce qu'on va chercher à vous amener, c'est vraiment à réfléchir sur la personne pour vraiment toucher ce que c'est qu'un accompagnement individualisé et objectivé en nutrition, en supplémentation et en santé environnementale. Donc, c'est pour ça que la nutrition fonctionnelle adaptative, elle a vu le jour. Et l'idée, c'est d'être dans la prévention, dans l'accompagnement d'une atteinte fonctionnelle et d'une maladie chronique. Et pour ça, on va vous mettre en avant une méthodologie et ces 3 outils. Alors, je laisse Marie prendre le relais pour continuer de plonger dans ce concept. Donc, ce concept de nutrition fonctionnelle adaptative, il est finalement très, très simple et en accord tout simplement avec ce qu'on connaît de la science et de l'épidémiologie depuis des années. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de rétablir, entre guillemets, au maximum un équilibre et individu dépendant entre finalement l'expression du génome, et cette expression du génome finalement ça est reflété la plupart du temps par côté phénotype caractérisé, mais surtout par des capacités fonctionnelles. En fait, nos capacités fonctionnelles qui correspondent à des réponses biologiques nous permettant de nous adapter en permanence en fait aux variations de notre environnement sont médiées, sont la résultante de quelque chose qui est vraiment au cœur de la nutrition fonctionnelle adaptative, qui est l'expression du génome. Donc, c'est peut-être ce qui sera un peu peut-être nouveau dans tout parcours confondu dans vos connaissances sur cette certification, c'est apprendre à savoir comment un génome s'exprime, de quoi il a besoin, à quoi il sert, et notamment pour rétablir ses capacités fonctionnelles. Donc, y compris, bien sûr, des éléments nutritionnels, c'est ce qu'on va appeler la nutrigénomique. Donc ça, c'est d'une part la résultante pour équilibrer nos capacités fonctionnelles. Et comme je le disais, ce génome et son expression
cette résultante de capacité fonctionnelle. Et le fruit, en permanence, ça c'est une vérité, je veux dire, biologique indéniable, c'est le fruit en fait de notre exposition à notre environnement au sens large du terme. Donc aujourd'hui, y compris dans les lois de santé depuis 2016, on a trouvé le pendant du génome sur le plan environnemental, on appelle ça l'exposome. Voilà, pour trouver vraiment un terme qui puisse être en confrontation avec j'ai mon génome, j'exprime des choses qui vont déterminer mes capacités fonctionnelles, et ce génome et ses capacités fonctionnelles sont également le fruit en fait d'un environnement, et on a le terme aujourd'hui d'exposome, qui est une notion scientifique définie comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine. Ça, c'est une notion révolutionnaire parce qu'on peut agir et comprendre les mécanismes, notamment sur les maladies chroniques. Et cet exposome comprend la totalité des expositions à des facteurs environnementaux. Et vous allez voir que le côté facteur environnemental, l'exposome, ça comprend des facteurs physiques, des facteurs chimiques sur lesquels on va beaucoup insister, des facteurs microbiologiques, y compris des infections persistantes, le Covid, etc., des facteurs psychosociaux, vraiment éminemment importants, des facteurs bien sûr comportementaux, y compris alimentaires ou addictifs par exemple. Donc, cette totalité des expositions aux facteurs environnementaux, c'est ce qui définit l'exposome, dans la mesure où on est soumis à ces facteurs, un organisme humain est soumis à ces facteurs de sa conception à sa fin de vie. Et c'est ça qui est révolutionnaire aussi dans la compréhension, c'est que cet exposome, à l'instant T, ça se comprend, ça s'entend, ça s'équilibre, mais on va vous amener également à comprendre que l'exposome, l'environnement, quand vous avez une exposition précoce, comme l'évoquait tout à l'heure Sarah, c'est-à-dire petite enfance, c'est-à-dire in utero, va conditionner, va déterminer également vos capacités fonctionnelles futures, en fait. Puis c'est logique, et aujourd'hui, on arrive à bien le caractériser au niveau scientifique. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, cet exposome conditionne la plasticité, l'adaptabilité de l'expression génomique et constitue désormais un déterminant de santé à part entière. Donc, dans la NFA, on va autant vous amener à caractériser votre expression génomique et bien sûr ce qui manque pour que l'expression génomique soit optimale, mais on va vous amener également à caractériser, à évaluer votre exposome au sens large du terme. Donc, c'est tout l'enjeu de la nutrition fonctionnelle adaptative. Ce sont les évaluations versus les conseils qui vont intégrer vraiment tous ces éléments. Donc, au niveau de l'exposome, on aura bien entendu tout ce qui a trait à la santé environnementale sur le plan socio-comportemental, sur l'exposition physico-chimique et notamment aux perturbateurs endocriniens et à tout ce qui conditionne l'alimentation sur le risque sanitaire. Donc, ça, c'est un gros challenge et il y a énormément à faire là-dessus aujourd'hui. On ne regardera pas que l'aspect nutritionnel, on regardera de façon vraiment très approfondie l'aspect sanitaire de l'alimentation. Et sur le côté génome et équilibre sur les capacités fonctionnelles, bien sûr, on optimisera de façon individuelle au regard des bilans, y compris biologiques, le statut nutritionnel, et s'il faut, en fonction des individus, en fonction de leurs capacités, en fonction de leur polymorphisme, etc., on soutiendra par la supplémentation sur le plan nutritionnel toujours et ou sur le plan fonctionnel. Voilà, donc l'idée de la NFA, c'est vraiment de rétablir un équilibre puisque la santé, ni plus ni moins, d'un individu, d'un organisme vivant, c'est une loi de l'évolution, elle est basée sur l'adaptation des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire de l'expression génomique au regard de son environnement qu'on caractérise aujourd'hui par l'exposome. Donc, ce concept de NFA, effectivement, comme on disait au tout début, ça va vous servir bien sûr en priorité. Moi, j'y suis très attachée à la prévention. Voilà, c'est là où on a le plus finalement de choses à faire sur les générations futures, sur les préventions des maladies chroniques, mais là aussi l'accompagnement, bien sûr, des maladies chroniques, la régulation physiologique des atteintes fonctionnelles.
Et pour les individus qui ont finalement des besoins spécifiques, soit par des habitudes alimentaires caractérisées, soit parce qu'il y a une grossesse, soit parce qu'ils sont sportifs, pour ces populations, aller également sur les modules spécifiques pour connaître véritablement les besoins pour ces populations-là. Les outils qu'on va employer pour développer donc à terme des entretiens qui utilisent la nutrition fonctionnelle adaptative, c'est un ensemble finalement d'outils d'évaluation et d'outils ensuite de conseils. Et de façon très, très, très méthodique, en fait, on va faire l'inventaire à travers cette NFA de tout ce qui caractérise votre patient, votre consultant, sur le plan, bien sûr, de la nutrition. Donc, la nutrition entendue comme, bien sûr, des apports nutritionnels, mais également des éléments sanitaires. Donc, cette nutrition, cette alimentation va être également en parallèle avec la supplémentation, qui est une part intégrante de la nutrition pour certaines capacités fonctionnelles à soutenir sur le plan micronutriments, sur le plan substances à but nutritionnel ou physiologique, et éventuellement une supplémentation fonctionnelle, notamment grâce aux préparations à base de plantes, mais également d'autres outils à but physiologique. Donc, on a un pôle nutrition, on a un pôle supplémentation et on a un pôle, bien sûr, santé environnementale pour caractériser au mieux finalement l'exposome de l'individu qui vient vous consulter sur le plan psychosocio-comportemental, notamment au niveau activité sociale, au niveau comportement addictif, activité physique, bien sûr, très, très important, qualité de vie. Les facteurs physico-chimiques, donc là, on appuiera énormément sur l'aspect exposition domestique à des polluants chimiques, notamment via l'alimentation. Et là, vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont encore commises dans les fréquences alimentaires ou les expositions environnementales domestiques aux perturbateurs endocriniens. Et bien sûr, on prendra en compte les facteurs microbiologiques qui sont la dernière composante de cet exposome, notamment dans l'immunologie, le rôle joué par les infections persistantes, très très importante aujourd'hui dans les maladies chroniques. Donc pour ça, du coup, on a mis en place une méthodologie de consultation. Alors vous verrez, elle va prendre forme petit à petit au fil des modules, mais vous prendrez vraiment connaissance de la méthodologie dans le cadre des 2 dernières journées cas pratiques, où en fait, on va vraiment vous donner un ensemble d'outils pour atteindre cette méthodologie de travail. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et l'idée, ça va être de vous la rendre accessible. Donc la méthodologie de travail, elle a été aussi travaillée dans le fait de ranger les informations que vous allez récupérer au cours des évaluations. Et l'idée, c'était de refléter le fonctionnement de la biologie, définie comme la science du vivant. Alors, ce petit schéma, vous allez le voir plein de fois au cours des modules, parce que ça va être la façon de hiérarchiser les informations et de les classer. Et vous verrez que jusqu'à l'accompagnement patient, vous allez revoir ce schéma tout le temps. Donc, on a classé les différents éléments sous forme d'interface, donc que vous avez en numéro 1 et 2. Ensuite, vous avez les systèmes nerveux, immunitaires, endocriniens, et après, vous avez les sphères. L'idée, c'est de hiérarchiser un petit peu les différents éléments que vous allez récupérer. Ce qu'on a entendu par sphère, c'est les manifestations organiques visibles, c'est-à-dire les signes cliniques. Donc, généralement identifiés lors d'un diagnostic médical, mais c'est la personne qui vient avec ses symptômes. Donc ça, de manière très, très floue et très, très générale, on est sur la notion de sphère. Et nous, on va vouloir aller plus loin et classer tout cela dans les différents systèmes et interfaces. Donc, au niveau des systèmes, vous allez retrouver les signes fonctionnels. Donc, on retrouve système nerveux, immunitaire, endocrinien. Donc, on classera tout ce qui va être en lien avec les interactions neuro-immuno-endocriniennes. Et au niveau des interfaces, on reviendra toujours de manière centrale au siège des signes précoces. Donc, ce qui va se passer au niveau de la cellule, donc par exemple avec l'expression du génome, la notion de signalisation cellulaire, le fonctionnement de la mitochondrie, les différents éléments d'homéostasie cellulaire, avec par exemple dedans la notion de stress oxydatif. Vous verrez, il y a plusieurs sous-catégories. Donc la notion d'interface cellulaire
et la notion d'interface hépato-digestive, où on va retrouver le microbiote, tous les métabolites issus du microbiote, la notion de barrière, les sécrétions digestives, les capacités de détoxication. Donc à chaque fois, vous verrez ce schéma parce qu'on va vraiment hiérarchiser les informations et on va apprendre à les classer. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va justement, face à la somme d'informations, s'y retrouver. On précise au passage que toutes les informations qui seront amenées dans ce module, dans les différents modules, on recoupe les recommandations des agences sanitaires, des sociétés savantes médicales. On a une lecture donc des publications scientifiques et on va bien sûr aussi se servir des données patients, c'est-à-dire les données cliniques, les analyses biologiques et les questionnaires d'évaluation. Voilà, mais en tout cas, toutes les informations qu'on va vous amener sont sourcées et si vous nous posez des questions, on amènera aussi toujours ça de façon sourcée. Donc, cette méthodologie, vous verrez, elle va être découpée grâce à une évaluation, donc au niveau alimentaire, au niveau clinique. Donc, vous verrez, il y a des questionnaires qui vous seront mis à disposition pour la partie clinique. Une évaluation biologique, on va apprendre aussi à utiliser les analyses biologiques et une évaluation au niveau environnemental. Donc, la première étape, c'est de faire ces évaluations. La deuxième étape sur laquelle on va travailler, c'est de synthétiser toutes ces évaluations, de faire des hypothèses, c'est-à-dire entre le pourquoi de la venue du patient et ce que vous aurez mis en évidence, donc les hypothèses étiologiques, les hypothèses des causes, les mécanismes aussi physiopathologiques. Donc ça, c'est vraiment toute une étape que vous allez aussi apprendre à faire, synthétiser toutes les informations pour vous amener à un conseil au niveau de mesures nutritionnelles, de supplémentation et de santé environnementale. Donc c'est ça qu'on entend par méthodologie. Donc petit à petit, on va vous accompagner pour acquérir cette capacité-là. Et donc, ça va se faire par le biais du parcours de la certification. La certification, donc dans ce parcours, vous allez avoir des formations, donc 1 à 8, traitant de la nutrition, de la supplémentation, de la santé environnementale. Donc, les formations, il faut comprendre qu'elles sont interreliées, elles ont un fil rouge. Chaque formation de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, etc., nécessite les connaissances de la formation précédente. Donc, elles sont très riches en informations. Mais le but, en fait, c'est vraiment d'utiliser la totalité de ces connaissances acquises pour en faire vraiment des compétences et un choix sur les axes prioritaires à prendre en charge. Donc, cette certif est le suivi de ces 8 modules, suivi donc ensuite des 2 journées cas pratiques où on revoit vraiment toute la méthode vraiment dans le détail par rapport à 2 cas pratiques par journée. Ça va vous amener donc à faire ensuite un support de présentation d'un cas clinique qui nous permettra de valider cette certification à l'issue d'une soutenance orale. Voilà, donc là sur ce schéma, en fait, vous avez la construction, chaque module finalement a, si vous voulez, une espèce de camembert un peu différent entre le pilier santé environnementale, nutrition, supplémentation. Par exemple, vous allez faire quasiment du 100% nutrition dans le module N1 et notamment sur l'aspect habitude alimentaire, parce que dans la nutrition, vous aurez également un pan comportement, habitude alimentaire, assiette, alimentation, mais également un pan supplémentation nutritionnelle que vous verrez plus en détail dans d'autres modules. D'ailleurs, je vois le module 6, il a sauté, il est là. Vous l'avez, oui. vous, dans la page imprimée, mais je vois que dans le schéma, il a disparu. Dans le 6, avec Benoît, vous serez dans la santé environnementale sur l'aspect socio-psycho-comportemental. Au final, donc, vous avez tout le parcours de formation véritablement NFA. Donc, comme je le disais, ça comporte vraiment les modules 1 à 8, plus les JCP. Donc, on a tendance à dire le niveau initial pour acquérir, entre guillemets, les bases de la nutrition sur le module 1. 2, 3, vous aurez les fondements scientifiques sur la supplémentation. Donc le b.a.-ba de la micronutrition, entre guillemets. Dans le module 4, qui est un module, entre guillemets, charnière entre le niveau initial et expert, il est vraiment
charnière, il fait vraiment le rouage entre les deux. Vous aurez toutes les notions par rapport à la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Vous aurez en fait les tenants et les aboutissants sur le côté sanitaire de l'alimentation, mais vous aurez également toutes les bases de la nutri-génomique qui vous permettront, on l'appliquera à la fertilité, mais ça vous permettra également d'aborder tous les autres modules ensuite experts. Et dans les modules experts, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et déjà à partir du 4, on bascule en fait dans la physiopathe. Voilà, autant 1, 2, 3, vous pouvez être dans une approche de recommandation, autant dans les modules suivants, il faudra être ouvert à la notion de physiopathologie, c'est-à-dire qu'il faut être à même et conscient et décisionnaire en fait de votre positionnement. Et donc, on fera les troubles un peu par système, hein, tout le côté digestif, le côté neuro, le côté hormonal et le côté ensuite immuno et métabolique. Et donc, vous avez ensuite des modules, vous avez dû les voir, plus spécifiques par population ou ensuite plus adaptés si vous voulez développer certains outils qui vous serviront forcément dans la NFA en tant que tel. Eh bien, on va s'arrêter là, mais surtout, on va vous souhaiter un bon travail. Marie a commencé à le soulever. C'est très important que vous travailliez et dès le départ. On vous conseille de lire les modules avant les sessions. Alors, c'est vrai que vous allez voir, le niveau augmente au fil des sessions. D'accord ? Donc, à niveau initial, ça va être relativement accessible. Quand vous allez passer dans le côté des modules experts, on vous conseille vraiment de préparer un petit peu votre venue, au moins en relisant les modules. On vous conseille aussi de retravailler chaque module entre 2 sessions. Marie l'a soulevé aussi. Il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. Un module vous amène au suivant. Et si vous voulez vous sentir à l'aise sur le module suivant, il est conseillé de maîtriser celui d'avant. Voilà, donc il y a un bon mois à chaque fois entre 2 sessions. Donc l'idée, c'est aussi de vous laisser ce temps de travail sur le module de 2 jours d'ici le suivant. Vraiment, si vous voulez vous en sortir et surtout vous sentir à l'aise et que au fil de la formation, à chaque fois, vous vous sentez bien pour poser des questions, vraiment, on vous encourage à faire ce travail entre deux. Et comme ça, vous allez monter, vous allez voir en connaissance. Ça va se faire tranquillement parce que vraiment, les choses, normalement, s'emboîtent naturellement. Et on vous conseille aussi de mettre en pratique. Donc, dans votre milieu professionnel, dès le départ, vous aurez forcément des petites choses que vous pourrez travailler, dès le module 1, après les 2 jours avec Marlène, dès la fin des modules 2 et 3. On vous conseille aussi de le mettre en pratique. Voilà, c'est ça qui va vous faire monter le pôle de compétences, puisque vraiment, ce n'est pas une certification où on va mesurer vos connaissances. Alors, bien sûr, il faut apprendre, mais nous, on veut mesurer vos compétences. Et pour mesurer des compétences, il faut aussi pratiquer, s'entraîner aussi. Vous pouvez vous entraîner avec votre entourage, etc. Mais on vous encourage vraiment aussi à mettre en application.